Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette webconférence UniHA. Pour la filière ingénierie biomédicale, c'est la première fois que l'on inaugure ce mode de communication. Et pour ce faire, on a choisi un thème d'intérêt important pour tous les acheteurs biomédicaux, tous les ingénieurs biomédicaux de quasiment tous les établissements publics de santé, qu'ils soient seuls ou en GHT, qu'ils soient en métropole ou dans les DROMCOM. Je tiens à signaler qu'on a une centaine de participants qui se sont inscrits à cette réunion, dont plusieurs des DOMCOM, à la fois de la Réunion et du secteur Antilles et Guyane. Donc, bravo d'être connectés malgré les décalages horaires. Donc, ce sujet maintenance biomédicale, nous allons le traiter de la façon suivante. Je vais faire avancer le diaporama. Voilà. Donc, vous avez le plan qui s'affiche. Emmanuel Levent, qui est responsable de la maintenance biomédicale aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et qui est à l'origine du projet UniHA, va vous expliquer justement la genèse de ce projet. Et il est en direct d'une réunion régionale à FIB du Grand Est. Donc, on tient à saluer également particulièrement tous les ingénieurs de cette région qui l'entourent aujourd'hui. Ensuite, Jérôme Mescam, qui est responsable de la maintenance biomédicale au CHU de Nantes, vous présentera le travail du groupe expert qui a été constitué pour traiter ce sujet et nous guider dans la construction de ce marché. Puis, Jean-Christophe Gant, acheteur de la filière ingénierie biomédicale du GCS UniHA, qui est basé au CHU de Rennes, vous présentera plus particulièrement le contenu de ces marchés. Et enfin, nous pourrons répondre à vos questions. Alors, vos questions, vous pouvez les poser directement sur l'espace, alors en bas à droite, pour la plupart d'entre vous, je pense. Vous pouvez la poser donc par écrit. Nous voyons l'auteur de la question. Nous allons essayer de répondre au maximum de questions, 10 dans le temps imparti. Nous devons rendre l'antenne à 11 heures pour que Strasbourg puisse continuer sa réunion régionale. Si nous n'avons pas eu le temps de répondre à toutes vos questions, nous prendrons tout particulièrement le temps pour vous répondre personnellement à chacune des questions. Voilà, je vais donc maintenant passer la parole à Emmanuel pour la genèse de ce projet. Alors, merci Bertrand. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie également tous nos collègues du Grand Est qui sont présents ici et malheureusement pour des raisons techniques que je ne peux pas vous montrer, mais ils sont tous là et très attentifs. Et je remercie également une ancienne collègue du Grand Est qui maintenant s'est expatriée au GSPL et qui a bien voulu venir pour la journée. Alors, pour le slide suivant. Alors, comme beaucoup d'entre vous, nous œuvrons au quotidien avec beaucoup de passion pour faire en sorte que les dispositifs soient disponibles et en sécurité et permettre ainsi que la maintenance biomédicale conserve une place majeure dans la continuité des fonctionnements des établissements de soins. Alors, depuis la loi de janvier 2016 de modernisation de santé, du système de santé, où il y a vu naître la création des groupements hospitaliers de territoire, donc les GHT. Désormais, on doit réfléchir et définir les politiques de maintenance au niveau des GHT, et évidemment avec de nouvelles contraintes qui sont celles de tenir compte des contraintes organisationnelles des établissements membres et également des ressources et moyens disponibles. Alors, on a imaginé pouvoir faire bénéficier un maximum de collègues et d'établissements des marchés de maintenance, justement pour pouvoir répondre à ces besoins de GHT. Alors, on a ciblé certains types de marchés de maintenance, et notamment ceux de prestations à l'attachement et de fourniture de pièces détachées, pour lesquels il y avait un besoin de sécurisation de la commande publique. Ça permettait également de pouvoir homogénéiser des tarifs au niveau national, parce qu'on sait évidemment que les tarifs sont assez disparates en fonction des régions, et évidemment de réaliser des économies de procédure. Transparent suivant. Alors, on s'est basé sur d'excellents documents qui ont été faits par des collègues à nous. Alors, un plus ancien sur les guides des bonnes pratiques en ingénierie biomédicale des établissements de santé de 2011 et plus récemment, le guide de l'achat public. Donc, ces deux documents seront disponibles sur le site UniHA. Slide suivant. On est parti du constat, donc, et c'est également le cas à Strasbourg, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg,
d'engager de manière fréquente beaucoup de dépenses de maintenance hors marché. On a également constaté, même si c'est en train d'augmenter, assez peu de marchés disponibles de maintenance en centrale d'achat. On a cherché également à trouver des alternatives à des marchés de maintenance qui, comme beaucoup, sont faits au travers d'achats d'équipements et qui sont notifiés à l'issue des garanties. Et puis, l'objectif, c'est évidemment de stimuler la tierce maintenance qui est en train de s'élargir et qui vient dans des domaines sur lesquels, il y a quelques années, pas présent, comme l'image. Transparent suivant. Donc, l'objectif a été de proposer des marchés de maintenance de prestations à l'attachement, également de fournitures de pièces détachées et d'échanges standards avec des remises attractives. Ça, c'est pour les établissements qui ont des équipes comme à Strasbourg où on internalise beaucoup. Donc, de réduire les procédures des marchés locaux. Comme je l'ai dit précédemment, de pouvoir proposer des alternatives à des prestations de maintenance qui étaient liées à des achats d'équipements et de simplifier la reconduction des marchés. Donc, c'est une tâche administrative qui est chronophage et qui sera désormais gérée au niveau du NIH. Alors, quelques mots avant de passer la parole à mon collègue Jean Mescam sur le groupe expert. Le choix de ne pas avoir intégré les c'est fait parce qu'on a constaté que au niveau national, il était assez complexe de pouvoir travailler sur ces marchés. Nous avons travaillé, nous, dans le Grand Est, sur un marché de maintenance forfaitaire inter-GHT sur l'endoscopie souple, qui s'est terminé récemment, pour lesquels on a obtenu satisfaction par rapport à nos attentes de départ et notamment sur les gains achats, mais on a également constaté des contraintes et des limites à pouvoir l'étendre au niveau national. Je passe la parole à Jérôme Mescam. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat de la conférence. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter un peu le travail que nous avons réalisé en tant qu'experts. Nous étions une vingtaine. Donc, en amont du lancement, nous avons travaillé sur le périmètre et nous nous sommes donc orientés sur un marché qui permet de sécuriser au regard du Code des marchés publics, donc la réalisation de la maintenance préventive et corrective. Après discussion et rencontre téléphonique avec des prestataires principaux de maintenance, nous nous sommes mis d'accord sur un périmètre, donc la maintenance biomédicale à l'attachement, l'achat de pièces détachées et les échanges standards. Volontairement, pour ne pas alourdir trop la procédure, nous avons sorti la tierce maintenance qui ferait en fait l'objet d'une procédure spécifique, qui sera lancée ultérieurement, principalement parce qu'il y a une possibilité d'allotissement multimarque, ce qui aurait complexifié un peu la procédure, mais également il y a des possibles découpages régionaux. Diapositive suivante, Bertrand. Voilà. Donc du coup, toujours afin de ne pas alourdir la procédure, nous avons souhaité répondre essentiellement à la réalisation de la maintenance sur bon de commande, puisque chaque établissement est plus à même de réaliser des contrats de type parc. Donc là, le but, c'était pas de pouvoir réaliser des contrats de type parc, puisque au regard de son parc et des niveaux de prestations souhaités, comme le préventif, curatif, les délais d'intervention, les pénalités, puis également est-ce qu'on veut réaliser donc la prestation sur un parc bien précis ou qui peut être plus ou moins précis suivant les établissements. On a plutôt sorti et souhaité réaliser la maintenance sécurisée, juste la commande de la maintenance par bon de commande. Donc vous avez devant vous donc le détail des prestations proposées sur lesquelles les prestataires ont répondu. À ce détail de prestations, nous avons en plus ajouté souhaité référencer donc les échanges standards, mais également il y a pour certains fournisseurs, ils ont pu proposer les prestations de formation. Ça peut être intéressant. Voilà, donc on pourra, au niveau des questions, si vous avez des questions sur le détail de la prestation, on pourra y répondre ultérieurement. Au niveau des experts, nous nous sommes
penché sur l'allotissement, principalement basé sur la nomenclature CNEH, que nous avons éclaté au regard des différentes marques. Bon, ça n'a pas toujours été évident puisqu'il faut réussir à identifier toutes les marques que l'on n'a pas également dans son établissement, sans pour autant s'attarder sur les marques un peu exotiques. Donc nous sommes arrivés à un regroupement. Nous avons essayé également de regrouper par famille CNEH les marques communes, par exemple les explorations fonctionnelles. On ne voulait pas détailler tout ce que faisait la marque Nyon Kono. On réussir à regrouper dans les familles, enfin les familles par marque. Voilà. Donc, diapositive suivante. Nous nous sommes également inspirés de la nomenclature des GOS. Tu peux passer sur... ouais, voilà. Donc là, c'est un peu le détail de ce que l'on a réalisé. Autour du lancement de la procédure, en tant qu'expert, nous avons également fait un petit lobbying auprès des prestataires que l'on rencontrait sur la base d'un document, un document informatif en fait réalisé par une IHA qui détaillait un peu les avantages que les prestataires pouvaient avoir à participer à cette procédure. Bon, pour moi, j'ai beau avoir quand même pas mal travaillé au corps certains fournisseurs, puisque tous ne voyaient pas l'intérêt ou ne pensaient pas forcément répondre à l'appel d'offres. Donc, je leur ai dit que pour nous, c'était quelque chose d'important et que on souhaitait que ça prenne de l'ampleur. C'est pour ça qu'on arrive à un seuil de réponse aussi important. Voilà, donc également en tant qu'expert, nous avons étudié les offres et vérifié en fait que les réponses n'étaient pas aberrantes. Voilà un peu le travail que nous avons réalisé. Je te passe la main, Jean-Christophe. Jean-Christophe, on ne t'entend pas. C'est mieux là. Donc Jean-Christophe Blanc, GCS IHA, acheteur de la filière. Merci Jérôme, merci Emmanuel. Pour reboucler avec ce qu'a pu dire Jérôme, nous avons commencé, c'est la première fois que le GCS IHA pour la filière biomédicale a mis en place une phase de sourcing. Alors pourquoi est-ce qu'on a mis en place cette phase de sourcing? C'est qu'il y avait un très grand nombre d'industriels qui étaient potentiellement concernés par notre démarche et il n'était pas possible de tous les connaître. Donc, on a préféré faire une démarche inverse, publier un avis de sourcing qui était limité dans le temps, qui invitait les industriels à se faire connaître auprès du GCS IHA. Donc, nous les avons informés de nos intentions, nous précisions les enjeux de ce marché, nous invitions les industriels qui étaient intéressés par cette procédure à se manifester, à prendre contact avec nous pour échanger. Et puis, nous donnions aussi, via cet avis de sourcing, des informations sur le timing, la publication et la date de l'appel d'offres. Voilà, sur cette diapositive, vous avez cet avis de sourcing qui est extrêmement simple, mine de rien, dans son contenu, qui donne les principales informations en termes de chronologie de la procédure et puis explique le pourquoi du comment, ce que vous avez expliqué avant, Emmanuel et Jérôme, et pourquoi le GCS souhaite travailler sur cette procédure. Alors, ça a été extrêmement fructueux. Comme l'a dit Jérôme, il y a eu aussi un travail au corps de la part des experts sur certains industriels, mais néanmoins, il y a eu un très, très beau taux de réponse par rapport à la publication de cet avis de sourcing. Alors, avant qu'on rentre dans l'étude des offres et qu'on vous explique comment on les a analysées, donc la procédure est une procédure classique de marché à bon de commande mono-attributaire pour chacun des lots. La durée est assez courte, c'est 1 an renouvelable tacitement 3 fois une année. Le mode d'acquisition, c'est exclusivement de l'achat. Et puis, on a échangé avec les établissements basés dans les DROMCOM. Et donc, on a fait une proposition qui était facultative pour les positions A et C, que sont les prestations de maintenance et les échanges standards, et qui était obligatoire pour les pièces de rechange. Voilà, ce choix est vraiment initié de la part des établissements situés dans les DROMCOM qui pensaient que c'était plus pertinent d'avoir une réponse dans ce sens. Alors, je vous rappelle qu'il est possible toujours de poser vos questions sur le chat en ligne. On va rentrer donc dans l'analyse des offres et la présentation des marchés. Alors, je ne vais pas vous expliquer absolument tout et comment nous avons tout analysé, mais néanmoins, il y a eu 576 lots qui ont été publiés. Il y en a 189 qui ont fait l'objet d'une réponse unique. Alors, à chaque fois, c'était celle du fabricant. 12 lots ont fait l'objet d'au moins 2 réponses. Certains lots se sont vus répondre avec 4 candidats, notamment des tiers mainteneurs sur l'endoscopie souple. Et puis, 375 lots ont fait l'objet d'une absence totale de candidature.
Alors, parmi les absents, on notera quelques sociétés importantes, les sociétés Agfa, Carestream, Dräger, Fujifilm, Primax. Alors, on a appris en échangeant avec eux aussi que certains n'ont pas souhaité répondre, ne se voyaient pas répondre à cet appel d'offres, ne voyaient pas l'intérêt, alors on est surpris. D'autres ne l'ont pas vu et que d'autres répondront sur une deuxième procédure dont on parlera un petit peu plus tard. Diapositive suivante. Alors, pour reboucler avec ce qu'a dit Jérôme tout à l'heure, on a classé les offres reçues par rapport à la nomenclature des GOS. Ça avait été un peu la trame de fond pour aussi construire notre lotissement. Donc, voilà, à titre informatif, nous avons réparti ces 203 réponses. Nous avons éclaté par rapport à la segmentation des GOS que nous avions utilisées initialement pour notre lotissement. Diapositive suivante. Alors, l'analyse des réponses était bien évidemment précisée dans le règlement de la consultation, un critère financier basé sur 70 points avec 60 points sur l'analyse des coûts horaires de maintenance préventive et curative, et puis 10 points qui étaient jugés sur les taux de remise proposés par les candidats sur la partie pièces de rechange. 30 points étaient sur la partie technique avec une note de synthèse de l'offre. On attendait que les candidats nous expliquent la compréhension du marché, comment ils allaient répondre à ces enjeux. Une réponse assez classique aux questionnaires techniques et services, et puis aussi un mémoire technique. Alors, diapositive suivante. Alors, ce que je viens de vous expliquer là, c'est valable aussi lorsqu'il y a une comparaison entre candidats, lorsqu'on a plusieurs offres à évaluer pour un même lot. Néanmoins, quand on avait une seule offre sur un lot, et on a vu précédemment qu'il y avait énormément de lots qui avaient fait l'objet d'une seule offre, on a aussi analysé les offres un petit peu différemment. Alors, on les a comparés, ces prix reçus, avec des appels d'offres précédents. Alors, chacun des établissements publics de santé qui nous accompagnait au titre d'experts nous a communiqué aussi des informations. Ça nous a permis de benchmarker nos réponses avec celles qui étaient déjà d'actualité dans les établissements. On les a comparés aussi avec notre propre procédure à nous, UniHA, sur les appels d'offres que nous avions lancés sur les équipements et sur lesquels des maintenances étaient adossées aussi. Donc, les prix comparés sont les taux horaires de coûts de maintenance préventive et curative, les forfaits de déplacement aussi en fonction des différentes zones géographiques sur lesquelles les titulaires pouvaient intervenir, et puis les tarifs de remise sur les prix catalogues des pièces de rechange. Alors, cette démarche, elle visait à comparer les offres à une moyenne, sur certaines modalités à définir aussi des écarts types et à nous permettre de juger aussi de la qualité de la réponse des industriels. On a une procédure au niveau national. On attend aussi à ce que les réponses soient plus pertinentes que sur des appels d'offres plus locaux, plus départementales ou régionales. Et qui nous a permis aussi, in fine, sur certaines offres, de les rejeter, de décider de ne pas les notifier au motif d'irrecevabilité économique. Alors, on va le voir sur la diapositive suivante. Alors, c'est juste un petit exemple. J'ai pris la famille des bistouris électriques. On a vu 5 réponses. Voilà, sur le prix hors taxe d'une heure de maintenance curative, on a les 5 réponses. On a la moyenne. Ça nous permet de voir le comportement des industriels, des différents industriels, par rapport à ce qui semble être une moyenne des pratiques sur ce segment. Donc, on l'a fait sur la maintenance curative, on l'a fait sur la maintenance préventive. Comme on va le voir sur la diapositive suivante, on l'a fait aussi sur les déplacements, sur les heures de déplacement, sur les forfaits de déplacement en fonction des différentes zones géographiques. Et ça, in fine, on l'a fait sur toutes les réponses. Donc, on a un fichier assez important, on va dire, où toutes les offres, candidat par candidat, réponse par réponse, ont été comparées par famille d'équipement. Et ça nous a permis, sur cet exemple-là, comme on verra sur la diapositive suivante, de décider de rejeter la candidature de la société D, qui, au motif économique, a été jugée irrecevable, car non en ligne, non alignée avec les pratiques du segment. Voilà, on avait 4 autres réponses qui étaient à peu près cohérentes, qui étaient à peu près les mêmes en termes de coût, et celle-là était totalement décorrélée de celle des autres candidats. Alors, ces éléments d'analyse sont bien évidemment disponibles pour tous les adhérents du GCS UniHA. Vous aurez un comparatif de tous les lots avec ces moyennes par famille d'équipement, suivant nomenclature CNEH et des GOS, comme vous l'a exposé précédemment Jérôme, à la fois pour les heures de maintenance préventive curative, comme pour les forfaits de déplacement. Et puis aussi par titulaire, on a aussi comparé les prix de chacun des titulaires en fonction des différentes modalités. On peut comprendre tout à fait que d'une modalité à l'autre, il puisse y avoir des écarts dans les coûts que les titulaires nous proposent. Néanmoins, c'est toujours intéressant aussi d'avoir cette évolution et de la comprendre et de voir aussi si sur une modalité, il n'y a pas non plus un abus de la part du titulaire.
Alors, ces informations sont disponibles sur un tableau qui est assez conséquent. Il y a plus de 60 colonnes, il y a quasiment 20 000 lignes. Néanmoins, vous nous faites une demande et on pourra vous communiquer les informations, soit par segment, soit par industriel, soit peut-être même sur une totale. Alors, diapositive suivante. On a aussi collecté une énorme base de données techniques. Il y avait 30 points sur l'analyse du critère technique. Donc, tous les industriels étaient invités à répondre à un questionnaire technique et services relativement classique. On leur a demandé aussi de lister tous les équipements qui étaient couverts par cette procédure, de nous préciser le nombre et la fréquence des visites de maintenance préventive que le fabricant recommandait, de nous préciser la classe de marquage CE et aussi de nous communiquer la base installée. Quasiment 95% des industriels ont joué le jeu sur la base installée. Certains ne l'ont pas fait. Néanmoins, ça nous a permis de collecter une énorme base de données. Alors, base de données qu'il faudra savoir faire vivre. Néanmoins, à l'instant T, on a une base de données financière et technique qui est extrêmement précise et exhaustive. Encore une fois, ces informations sont disponibles lot par lot sur l'espace documentaire UniHA. Et puis, sur un tableau de synthèse que nous tenons à vos dispositions. Et il nous fera plaisir de les partager. On entend moins là, Jean-Christophe. Comment? On t'entendait plus. Bon, là ça va. Ouais, je disais que ces données étaient disponibles sur l'espace documentaire UniHA. Et puis vous pouvez nous adresser une demande et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous, soit particulière, soit même sur la globalité de la base. Alors, pour revenir à la notification, donc toutes les offres ont été analysées selon la même méthode. Quand il y avait plusieurs offres sur un lot, donc suivant le règlement de la consultation et l'analyse qui avait été définie, et puis aussi sur les éléments que je vous ai communiqués pour nous assurer qu'il y avait quand même une cohérence dans la qualité de la réponse transmise par le candidat. Alors, in fine, 36 lots n'ont pas été notifiés pour les raisons que je viens de vous exposer précédemment, donc irrecevabilité et économique. On a décidé aussi de ne pas regrouper les lots. Pour un même candidat, pour un même industriel, pour un même titulaire, nous pouvions regrouper les lots. Néanmoins, on avait une petite problématique par rapport à ça. On avait peur de vous rendre actif de ces lots et de dire, voilà, je suis juste intéressé par le monitoring de la société A. Je ne veux pas non plus m'engager sur un regroupement de marché avec ses tables d'opération, avec ses arthroplogues, un exemple là. Voilà, pour pas être captif d'un ensemble alors que juste une modalité m'intéresse. Donc, on a préféré segmenter et laisser des lots vivre leur vie indépendamment. Alors, ci-dessous, le tableau résume entre… Non, page précédente, s'il vous plaît. Voilà, le tableau ci-dessous précise entre guillemets la performance du marché, si j'aime pas trop ce mot-là. Donc, on a publié 576 lots. Il y a eu 203 lots avec réponse. Il y a eu 36 lots qui finalement n'ont pas vu de notification. Donc, 167 lots se sont vus notifiés. Ça fait 29% de lots qui ont été notifiés par rapport au nombre de lots publiés. Alors, c'est bien et c'est pas bien. C'est quand même un beau succès parce que ça fait quand même, mine de rien, 167 lots. Et puis, il faut garder à l'esprit que sur ces lots, c'est des lots sur des très grosses modalités avec souvent des gros industriels et que néanmoins, ça correspond à beaucoup plus que 29% de votre parc installé dans chacun de vos équipements, de vos établissements. Alors, diapositive suivante. On notera aussi, alors ça, c'est une petite aparté par rapport aux sociétés de tierce maintenance. On a plusieurs sociétés de ce type qui ont répondu, alors essentiellement sur l'endoscopie souple, mais pas que. On a quand même 10 lots qui ont été notifiés à ce genre de société, donc 9 lots pour la société Alter France et puis un lot pour la société Profit. Et on a 2-3 autres sociétés voilà, qui avaient répondu, mais qui n'ont été retenues sur aucun des. Voilà, c'est pour la petite aparté tierce maintenance, pour reboucler avec ce que Jérôme et Emmanuel disaient en introduction. Je reviens encore là, voilà, sur mon allotissement et sur notre découpe par rapport à la nomenclature des JOS qui nous a un petit peu servi de toile de fond. On avait vu précédemment voilà, les réponses qui avaient été éclatées par rapport à ces segments. Ça peut toujours être intéressant voilà, d'avoir la même chose avec les lots notifiés par rapport à ces segments des JOS. Alors, diapositive suivante. Alors là, je ne vais pas faire la liste à l'après-vert, hein, c'est un document qui va être reconsultable a posteriori, donc vous avez l'intégralité des 167 lots qui ont été notifiés. Donc, je ne vais pas ici, bien évidemment, les reprendre un par un. Néanmoins, voilà, ce document pouvant être consulté a posteriori, vous pourrez trouver, je l'espère, les lots qui vous intéressent. On va tout de suite aller à la diapositive suivante. Alors, je vais revenir au point fort de l'offre. Ça recoupe aussi les éléments de contexte qu'Emmanuel vous a présenté en introduction. C'est une sécurisation juridique des procédures, des économies de procédure aussi bien financières qu'en termes de temps, une réponse aux besoins déjà achetés, des prix obtenus tenant compte des contraintes et d'un marché national. Alors, une base de données financières et techniques, comme je vous l'ai exposé précédemment, qui est extrêmement riche et précise.
Et vous aurez la capacité, via cette base de données aussi, d'évaluer d'autres procédures. Bien évidemment, pas dans 10 ans, parce que les prix n'auront plus vraiment de sens, et tout du moins sur, je pense, les 2 prochaines années, et sachant que nous, on continuera à alimenter, à faire vivre cette base, ce sera un formidable outil, je pense, de comparaison des prochaines procédures que vous serez amené à traiter. Alors, il y a aussi des remises en fonction des quantités commandées, hein, sur le bordereau de prix, il y a un petit onglet à la fin, sur des remises en fonction des quantités sur un même bout de commande, ou alors des remises quantitatives, cumulatives. Une fois dépassé un certain seuil d'engagement avec la société, vous permettent de bénéficier d'un certain taux de remise. Et puis certains industriels, je ne vais pas les détailler ici, mais ont proposé des remises peut-être un petit peu plus originales ou plus adaptées à leur façon de travailler. Donc là, je vous invite à consulter les BPU pour obtenir ces informations. Alors le point fort, un point menant, c'est bien évidemment, c'est une offre qui a été bâtie par des ingénieurs biomédicaux pour répondre aux besoins des services biomédicaux. On veut dire qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et puis, il y a aussi un intérêt pour les titulaires de marché. C'est aussi une simplification de leur côté, une simplification majeure, avec moins d'appels d'offres, énormément de choses centralisées sur un même opérateur économique, en l'occurrence UniHA, et une certaine manière d'homogénéiser, de contractualiser les bonnes pratiques sur les établissements publics de santé. Donc, c'était aussi un retour que je voulais vous communiquer de la part de beaucoup d'industriels, même s'il y en avait toujours un ou deux qui ne comprenaient pas notre démarche. L'extrême majorité sont très satisfaits de notre démarche et ils font un très très fort rôle. Diapositive suivante. Alors, comment en bénéficier? Alors, tout d'abord, bien évidemment, en étant adhérent du G6 UniHA. Si vous ne l'êtes pas encore, alors les contacts sont précisés, Madame Lebrun, Madame Couval. Ensuite, en faisant classiquement une demande de convention de mise à disposition auprès de notre centrale d'achat via Madame Clémence Butel. En vous acquittant d'une redevance liée à la convention de mise à disposition, alors le montant est de 1 200 € pour un GHT dans sa globalité, 400 € pour un établissement seul avec le statut de membre sociétaire, 550 € pour un établissement seul avec le statut de membre bénéficiaire. Alors, il est précisé que ces redevances ne sont pas assujetties à la TVA, ce sont des prix nets. Par contre, ce qu'on vous demandera aussi, c'est sur la convention de mise à disposition de préciser les lots qui vous intéressent. Voilà, pour que vous ne soyez pas captif des 167 lots, eh bien, nous préciser lot par lot quels sont les lots sur lesquels vous avez un intérêt et quels sont les lots dont vous souhaitez bénéficier. Et puis, classiquement, toutes ces informations, tout ce dont j'ai parlé précédemment est accessible sur l'espace documentaire UniHA SharePoint. Donc, je vous ai remis le lien ci-dessous. Alors, comment utiliser ce marché une fois que vous avez fait cette démarche? Alors, en utilisant le bordereau de prix qui est disponible sur l'espace documentaire, en n'hésitant pas non plus à nous appeler, voilà, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair de votre côté, si vous avez besoin d'affiner un point, en contactant le titulaire pour planifier avec lui les interventions et pour tout type de questions, même une question portant sur le bordereau de prix, en lui adressant directement le bon de commande. Encore une fois, il y a une mise à disposition des marchés et me revoilà, j'ai mon écran de veille qui s'était mis en route, mes excuses. Et les marchés sont notifiés pour 1 an, renouvelables 3 fois 1 an. Donc, vous êtes normalement engagé sur ces durées. Néanmoins, on a bien conscience que ça peut être un frein pour vous, que vous pouvez juste vouloir le marché sur une durée bien précise. Une convergence des marchés aussi, on est en plein dedans en ce moment. On peut tout à fait comprendre ce point. On va vous demander aussi sur les conventions de bien nous marquer, si jamais sur le marché numéro 150, vous voulez en disposer que pendant 6 mois, de nous préciser une date de fin. Voilà, je pourrais vous en désengager et ensuite basculer sur d'autres marchés, des marchés peut-être beaucoup, je ne sais pas quel autre type de marché, mais néanmoins, voilà, on va éviter que vous soyez captif pendant une durée de 4 ans de nos marchés et des engagements UniHA. On a besoin, et on le comprend tout à fait, de vous apporter une certaine souplesse par rapport à ça. Alors, les évolutions possibles, alors bien évidemment, 4 ans, c'est très long, donc les équipements vont bouger, vont tourner, donc il faudra continuellement faire vivre la liste des équipements qui vont être couverts par cette procédure. Les prix aussi vont être amenés à évoluer, les prix des échanges, des pièces de rechange, des échanges standards, les prix aussi sur les prestations de maintenance. Et d'ailleurs, de ce côté-là, on peut compter sur vous aussi pour nous faire remonter lorsque vous pouvez constater des choses qui peuvent vous paraître aberrantes. Ne pas hésiter à nous les signaler en nous disant, nous, sur cette modalité-là, il est possible qu'en local, on ait quelque chose de plus intéressant. Alors, on a essayé d'être le plus exhaustif possible et de vous apporter la meilleure offre. Néanmoins, on n'est pas à l'abri, voilà, que sur des centres particuliers, sur certains segments, il y ait toujours des offres un petit peu plus intéressantes. Donc, ne pas hésiter à nous remonter ces informations. Nous avons la possibilité aussi avec les industriels, soit de faire un avenant et de procéder donc à une baisse générale des prix, soit toujours de travailler sur le principe des offres promotionnelles qui sont limitées dans le temps.
Alors les évolutions aussi, je précisais tout à l'heure qu'il y avait une couverture qui n'était que de 29%, néanmoins ça c'est en nombre de lots, c'est pas en nombre de couvertures d'équipements au sein de vos établissements. On est en train de lancer, actuellement les sociétés sont en train de travailler sur une deuxième procédure et il y aura derrière donc une procédure dédiée de tierce maintenance. Jérôme en a un petit peu parlé maintenant. Voilà, le calendrier n'est pas encore complètement affiné, néanmoins voilà ça viendra. Alors sur la diapositive suivante, nous avons cette deuxième procédure, donc qui fait suite à la première avec une absence de réponse de certains grands noms de l'industrie, et puis surtout des lots sur lesquels nos experts voulaient voir une réponse. Donc on a republié le 1er mars 103 lots. On attend une réponse donc, pour le 2 avril de 2019 avec, je l'espère, une notification attendue courant mai 2019. Normalement, sur ces 103 lots, il ne devrait y avoir qu'une réponse, voilà, uniquement l'industriel, et qui va apporter à notre connaissance une réponse. Et puis, avec deux sociétés particulières, alors je vais les citer, c'est la société Draeger et la société Supersonic. On a décidé de travailler sur un marché négocié sans mise en concurrence. Le code des marchés publics nous y autorisait, dans le sens où sur la première procédure, il y avait une absence totale de réponse. Nous étions autorisés à avancer sur une procédure d'exclusivité avec le fabricant dans un délai, dans un laps de temps assez court. Donc avec Draeger et avec Supersonic, on a décidé de fonctionner de la sorte. Sinon, pour le reste, voilà, on a republié une procédure de centre lot qui est plus simple aussi au niveau local, au niveau IHA à gérer. Mine de rien, moins de marchés, moins de contrats en parallèle à gérer. Donc normalement, voilà, sur le courant du mois de mai 2019, j'espère voilà, qu'environ 100 lots supplémentaires viendront gonfler le périmètre et la couverture de notre procédure. Alors, diapositive suivante, voilà, j'arrive au terme de cette présentation des offres, de la manière dont on l'a analysé. On reste bien évidemment à votre disposition pour répondre ultérieurement à certaines questions et puis on va sûrement répondre à celles qui ont été posées en direct. Bien, merci beaucoup Emmanuel, Jérôme et Jean-Christophe pour cette présentation. Alors effectivement, on va maintenant examiner les questions. Donc en coulisses, on a avec nous Virginie, notre assistante, qui connaît bien ce marché. Au passage, je la remercie puisqu'elle a assuré le travail administratif de notification et de gestion documentaire de ces 167 lots. C'était pas une mince affaire. Et donc, elle a pu collecter pendant l'intervention vos différentes questions écrites sur le chat et on va pouvoir les prendre, si possible, par thème. Et j'invite les deux autres intervenants, Emmanuel et Jérôme, à partager avec nous les réponses à ces questions. Virginie. Alors, j'ai un petit souci de visualisation de la question. Anne, est-ce que je peux te passer la main parce qu'apparemment tu vois les questions. Désolée. Oui, tout à fait. Alors, donc nous avons effectivement quelques questions. Donc, pour les grands groupes qui n'ont pas répondu ou dont la réponse a été jugée non adaptée, quels sont ceux pour lesquels une démarche spécifique est en cours? Jean-Christophe. On ne t'entend pas. On t'entend pas. Couper le micro. Voilà, on a refusé des offres chez les très grands groupes. Je vais les citer là. On a refusé des offres chez General Electric, chez Siemens, chez Philips, chez Getinge. Donc entre guillemets, personne n'a été exclu de notre moulinette et notre travail de comparaison. Voilà, on n'a pas fait de distinguo entre un petit groupe, entre un grand groupe et une petite société. Donc voilà, c'est là, je peux porter à votre connaissance les 103 lots qui ont été republiés. De toute façon, ces informations sont publiques, elles sont disponibles sur place et je peux les échanger bien évidemment avec les participants. Mais voilà, nous avons été assez intransigeants et des très grands groupes, comme je les ai cités, ont vu des offres refusées. Voilà, j'espère que je réponds bien. Merci. Anne. Ensuite, avez-vous réussi à comparer les gammes de maintenance préventive des différentes entreprises pour un même lot? Jean-Christophe, nous ne t'entendons pas. Oui, tu peux me repréciser la question? Tu peux la relire, s'il te plaît? Oui. Avez-vous réussi à comparer les gammes de maintenance préventive des différentes entreprises pour un même lot? Alors pour un même lot, oui et non, sachant que pour un même lot, il y a eu très peu de lots sur lesquels il y a eu plus d'une réponse. Je fais de lots qui ont fait l'objet d'une réponse de plus de 2 candidats.
Donc, bien évidemment, sur ces lots-là, les gammes et les offres de maintenance ont bien évidemment été comparées. Et ce fichier de comparaison est bien évidemment disponible. Et puis, au-delà d'un lot, par famille de produits, il y a eu ce travail d'analyse par rapport à une moyenne des prix de maintenance préventive en électronique médicale ou sur les ventilateurs. On a, sur plusieurs lots, on a cette analyse possible. Ensuite, lors de la convention, pourquoi faut-il préciser les lots? Rappel, procédure 1000 lots de la filière biologie. Est-il possible de modifier les lots sur lesquels nous sommes intéressés en cours? Je vais répondre. Alors, pourquoi on vous demande de préciser les lots? Alors, c'était dans mon exposé, c'est tout simplement pour pas vous rendre captif des 167 premiers lots qui ont été publiés. Ça se trouve, il y a juste un lot qui vous intéresse, donc on ne veut pas vous rendre captif des 166 autres lots. Et bien évidemment, en cours de vie, vous êtes intéressé pour un lot aujourd'hui, ça se trouve, vous êtes intéressé pour 5 autres lots dans 3 mois. On fera évoluer la convention de mise à disposition et on viendra y rajouter les lots sur lesquels vous avez un intérêt manifeste. Donc, bien évidemment, il y a une flexibilité par rapport à ça pour à la fois vous permettre de rentrer sur le nombre de lots qui vous intéressent de manière progressive et, comme je l'ai dit aussi, pour pouvoir vous permettre de sortir aussi de vos engagements et de ne pas vous engager sur tous les lots et surtout sur une durée qui pourrait être longue, parce que les marchés, mine de rien, peuvent durer sur. En fait, la convention de mise à disposition, un petit éclairage juridique, ça crée le lien juridique entre votre établissement et le titulaire. Donc, vous êtes, à partir du moment où votre établissement l'a signé, vous êtes engagé comme si vous aviez signé un marché local avec ce titulaire. Question suivante. Sur les lots endoscopie souple et rigide, y a-t-il des coûts forfaitaires de type contrat? Il y en a, pas sur tous, mais sur certains, et pas que sur les là, mais certains industriels ont répondu aussi avec ce qu'ils appellent des forfaits sur certains lots. Alors, je ne les ai pas tous en tête, je m'en excuse, mais il y en a. Emmanuel, tu souhaitais intervenir? Oui, en préambule, la stratégie, c'était pas de venir au travers de ces marchés des forfaits. Donc, c'était pas l'enjeu. L'enjeu, c'était de des pièces détachées. Je sais que c'est une grosse demande de beaucoup de nos collègues de pouvoir disposer de marchés forfaitaires, mais c'était pas l'objet de cette consultation. Moi, j'apporte juste un tout petit complément par rapport au forfait. Bien faire la différence entre forfait, donc le forfait annuel de couverture et de compétence. Et si certains industriels parlent de forfait, simplement parce qu'ils n'ont pas décomposé aussi. Voilà, je ne vais pas vous faire un prix, je suis basé à Clermont-Ferrand, je ne vais pas faire un prix pour Brest, un prix pour Nantes, un prix pour Marseille, un prix pour Dijon, mais j'ai un forfait, c'est toujours le même prix pour une intervention en fonction d'une typologie d'équipement. Donc, je voulais juste faire cette distinguo entre aussi le forfait que l'on connaît classiquement avec un forfait de maintenance curative touriste, par exemple, de maintenance touriste, et puis ces forfaits que eux, certains peuvent appeler forfaits, avec un prix identique, et que vous soyez en France. C'était plus simple pour certains de répondre de la sorte, notamment sur les coûts de déplacement et les frais. Donc, ce marché n'adresse pas les contrats de maintenance, pour être avec un autre vocable. Les contrats de maintenance, c'est un autre sujet qui peut aussi être envisagé par une IHA, mais qui est un petit peu plus particulier à traiter puisqu'il dépend beaucoup de conditions locales, et notamment de l'importance du parc. Question suivante, Anne? Oui. Si on veut adhérer à des lots supplémentaires dans X temps, faut-il repayer les frais d'adhésion? Non. C'est une fois pour toutes. Que vous preniez un lot ou qu'ensuite vous en preniez 160 et de manière échelonnée ou d'un seul coup, ce sera le même prix. Et vous ne le payerez qu'une fois à l'entrée au moment de la signature de la convention de mise à disposition. Alors ensuite, une question pour un ultramarin. Pour les départements ultramarins, quand le marché est notifié à un fournisseur métropolitain disposant d'un distributeur local, le marché est-il réalisé par le distributeur local ou le fournisseur métropolitain? Par le fournisseur métropolitain, il y a un
problématique de sous-traitance via le DC4, donc dans lequel le titulaire vient déclarer ses sous-traitants. Et c'était justement une question donc, pour les établissements basés dans les DROMCOM. On a vu que n'était obligatoire que la partie pièce de rechange. Les opérations de maintenance étaient facultatives pour les candidats, parce que certains n'avaient pas cette possibilité, cette force de frappe de venir rayonner dans les DROMCOM. Donc oui, donc sur certains, ce sera un sous-traitant qui interviendra au nom de la société mère, du titulaire. Néanmoins, il y a eu une déclaration via le DC4 de la liste des sous-traitants habilités au titre de ce marché à intervenir. S'il ne s'agit que de l'achat de pièces détachées, ça se passe comme un achat classique de fourniture via le transitaire pour le DROMCOM considéré. Les prix sont-ils accessibles avant de demander la convention d'adhésion UniHA? Je n'ai pas entendu la question, j'ai eu un problème d'audio. Tu peux la répéter, Anne? Est-ce que les prix sont accessibles avant de demander la convention d'adhésion UniHA? Oui, les prix sont accessibles. Comme je le disais, tout est disponible sur l'espace SharePoint UniHA. On a bien conscience aussi que vous avez besoin de visualiser les prix avant de vous engager. Donc, l'intégralité des éléments sont disponibles sur l'espace documentaire UniHA. Et cet espace est réservé aux adhérents UniHA, donc les prix sont disponibles aux adhérents UniHA. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le devenir de façon assez simple en contactant nos assistantes Nathalie Lebrun et Céline Couval, dont vous avez vu les coordonnées. Donc ça répond aussi à plusieurs questions là. Sur comment s'engager sur un lot sans connaître les détails et les prix de conclusion de lot. Est-ce qu'on connaît les prix avant? Enfin, il y a plusieurs fois cette question. Ensuite, quel gain estimé? Alors le gain, il est jamais facile à mesurer parce que toujours quelqu'un va nous dire, nous on a moins cher en local, on aura toujours cet exemple-là. Néanmoins, le gain, c'est aussi du gain de procédure, c'est du gain de temps, c'est du gain de sécurisation juridique. Et je pense qu'au regard de tous les éléments qui ont été comparés avec la vingtaine d'experts, la vingtaine d'experts nous ont transmis leur prix, les prix qu'ils avaient en local. On a comparé ça aussi, comme je l'avais présenté précédemment, avec les appels d'offres UniHA. Le gain financier il est là. Alors faire un gain moyen, ça n'aura pas beaucoup de sens. Néanmoins, voilà, je vous invite à aller consulter les bordereaux de prix qui vous intéressent pour constater. Je pense que sur environ 95% des lots, voilà, vous trouverez un vrai intérêt à utiliser notre procédure. Bien évidemment, en local, il peut y avoir des particularités qui font qu'il peut y avoir des prix plus intéressants en local, mais je pense que ce sera vraiment des épiphénomènes. Donc, du gain de temps, du gain de procédure, de la sécurisation juridique. Le gain qui a été aussi amené de la part des industriels qui voient, comme je l'ai exposé, voilà, du confort pour eux, n'auront pu répondre à plusieurs appels d'offres. Donc, je pense, et on l'a constaté, qu'ils avaient vraiment joué le jeu. Donc, je ne vais pas donner un pourcentage de gain parce que ça n'aura pas de sens, ce sera vraiment global. On a 167 lots, donc voilà, ça n'a pas vraiment un intérêt, mais le gain est au rendez-vous. Tous les gains sont au rendez-vous au niveau de cette. Et si vous constatez des anomalies dans la politique de prix d'un titulaire sur ces lots, à nous en informer, puisque ces marchés, certes, ils sont notifiés, mais ils peuvent vivre. Il peut y avoir des avenants, il peut y avoir des offres promotionnelles. Et l'avantage, c'est que là, on est groupé, c'est l'esprit coopératif, donc on peut venir en bloc avec un poids important vis-à-vis du titulaire pour corriger une éventuelle politique de prix un petit peu hétérogène. D'autres questions, Anne? Oui, il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas si on va pouvoir tout répondre parce que lors des échanges avec les industriels de renom, est-ce que certains vous ont indiqué pour les marchés de pièces détachées que si un prestataire est retenu sur son matériel avec des pièces génériques, ces derniers ne garantissaient plus le matériel en question? Alors j'en ai eu oui, j'ai eu un très grand industriel de renom qui a perdu un lot au profit d'une société tierce et qui s'est montré un petit peu menaçant par rapport à ce point-là. Mais je ne l'ai eu que sur un lot. Okay. Comment gère-t-on les marchés sur des familles de produits incomplètes? Est-ce qu'il est possible de faire une procédure sans mise en concurrence?
Alors, pour être sûr de bien répondre à la question, donc les familles de produits incomplètes, alors sur un lot, donc alors cette couverture produit, bien évidemment, peut évoluer et devra évoluer dans le temps. Après, lancer un marché sans mise en concurrence sur une complétude de gamme, voilà, il faut s'assurer de quoi on parle, il faut comprendre pourquoi l'industriel n'a pas répondu à cette complétude de gamme. Je pense qu'il faut mieux en discuter en amont et ensuite voir comment on peut procéder. Moi, je serais d'avis de faire évoluer la couverture au titre du lot qui est déjà notifié. Alors j'espère avoir bien Jérôme compris la et question. Emmanuel, si vous souhaitez intervenir. Non, là-dessus, moi, j'ai rien à rajouter par rapport à ce qu'a dit Jean-Christophe. Après, bon, évidemment, de notre coin, on peut pas le faire tout seul. Il faut que ça soit une IHA. Après, faut faire évoluer et demander à faire modifier le marché dans le cadre de l'offre retenue. Question suivante. Les révisions de prix sont-elles cadrées par des formules imposées dans le DCE? Oui, alors sachant qu'on a demandé à ce que les prix restent fixes pendant une certaine durée, et ensuite on fera évoluer les prix. Il y a bien évidemment un encadrement des prix, il y a aussi des clauses de sauvegarde pour nous assurer voilà, que le titulaire, entre guillemets, n'abuse pas. Donc on a cette possibilité voilà, et on a limité la hausse des prix. Alors, bien évidemment, les prix peuvent évaluer à la hausse, mais tout à fait à la baisse. Bertrand tout à l'heure a souligné le fait que si vous constatiez dans vos établissements des prix qui vous paraissaient anormalement élevés au titre des marchés UniHA, on contactera les industriels et on procédera et on introduira par voie d'avenant, je l'espère, des prix à la baisse. Mais oui, les hausses de prix, en tout cas, sont encadrées au titre du DCE. Et les prix sont fixes pour les 2 premières années. Voilà, sur 2 ans. Merci. Ensuite, vous avez parlé d'échanges standards. Puis-je trouver des échanges standards d'optique rigide, par exemple? Je ne l'ai pas en tête, là. On prend la question et on y répond ultérieurement. Ok. Sur le lot, alors là, ça devient plus précis. Sur le lot endoscopie souple, avez-vous intégré les prélèvements bactériologiques et traitements chlorage, par exemple, suite à la réparation? Je prends la question. Alors, il est possible voilà, que les industriels aient répondu. Là, Alors, c'est vrai que c'est laissé, on n'a pas fait de choses spécifiques sur les lots. C'était général à tous les lots. Donc après, les sociétés, suivant leur implication et ce qu'elles souhaitaient mettre en avant, ont ou n'ont pas référencé la prestation. C'était libre à eux de pouvoir la mettre. Donc le mieux, c'est d'aller. Des fois, on a des bonnes surprises et des mauvaises. C'est d'ouvrir en fait les lots et puis de regarder ce que la réponse du prestataire. Oui, merci Jérôme pour ton intervention. Voilà, et puis on peut pas avoir toutes ces réponses en tête comme ça. C'est vrai qu'ils ont tous agrémenté leurs réponses d'éléments supplémentaires. Voilà, comme le dit Jérôme, voilà, je vous invite, et on va le faire, on a noté des questions, on va y répondre, mais je vous invite voilà, à ouvrir aussi les éléments de réponse des candidats. Ensuite, tu as déjà un petit peu répondu, mais les fournisseurs ont-ils annoncé des remises sur les pièces détachées? Oui, bien évidemment, les fournisseurs ont annoncé des remises. Ces taux de remise ont aussi été comparés à ce qui se pratique dans les établissements et sur certains lots, on avait même non notifié parce que les taux de remise nous paraissaient non intéressants. Donc oui, les taux de remise sont globalement très satisfaisants sur les pièces détachées. Ok. Ensuite, on a des questions sur les délais de livraison. Les fournisseurs s'engagent-ils sur des délais de livraison de pièces détachées et sur des délais d'intervention en curatif? Oui, et tous ces éléments. Alors, il y a beaucoup de pénalités. Il y a des pénalités sur les délais de livraison, les délais d'intervention, les délais de remise d'un devis aussi. Donc, tout cela est encadré et sujet à pénalité. Emmanuel, tu veux compléter? Alors, c'est effectivement comme tout marché standard, des pénalités. Je crois savoir que certaines de ces pénalités ont posé des difficultés à certains grands fournisseurs qui avaient du mal à les appliquer au niveau national. Donc ça a été aussi une contrainte pour nous dans le cadre de la rédaction des marchés de pouvoir mettre des clauses qui soient cohérentes
et aussi acceptable par les fournisseurs. Mais oui, il y a un certain nombre de contraintes qui peuvent imposer les sociétés si jamais elles ne respectent pas leurs engagements. Très bien. Là, la question a été posée plusieurs fois, donc pour Monsieur Perry, Madame Léocadie, je ne repose pas votre question parce que c'était à peu près la même. Existe-t-il un tableau de synthèse des appareils concernés par fournisseur? Oui. Alors, par fournisseur, non. Ah, on pourrait le faire. Néanmoins, il y en a un, lot par lot. Et en fait, je vous dis une bêtise si je l'ai. Donc, je l'ai sans aucun souci. Je peux le communiquer par fournisseur. J'ai la couverture en termes de produits. Voilà, par fournisseur, sur toutes les modalités, tous les segments sur lesquels il s'est vu notifié. Donc, ça, je l'ai. Alors, là, j'ai une question multiple. Alors, les délais d'intervention, quels sont les délais d'intervention? On a un peu répondu. Y a-t-il des pénalités sur les délais? On a répondu. Quels sont les modes de facturation à échoir ou échu? Est-ce que vous voulez répondre ou... En fait, il ne s'agit pas de contrat de maintenance, il s'agit d'achat de fournitures ou de prestations ponctuelles. Donc, c'est lorsque la prestation est réalisée ou lorsque la fourniture est livrée que la facturation peut intervenir et ensuite est à régler selon les délais habituels, donc dans les 50 jours pour les établissements publics de santé. Quelles assurances avez-vous en termes de formation des techniciens intervenants? J'imagine qu'il s'agit de qualification et de compétences des techniciens. Ce sont les techniciens de la société, mais on n'a pas détaillé. Ils sont habilités à intervenir par la société sur le produit. Je ne sais pas si Jérôme ou Emmanuel, vous voyez mieux la question ou le sujet. Jérôme, tu as coupé ton son. Jérôme, tu voulais ajouter? La question, elle est plutôt posée pour les sociétés de tierce maintenance. Et donc, quels sont les documents qui ont été probablement fournis pour attester que les techniciens de ces sociétés étaient qualifiés? Alors, je vous donnerai la question, c'est monsieur Ah, Bertrand, on n'a pas bien entendu. Je disais que le participant qui a posé cette question, on peut l'inviter à compléter sa question, même si le temps est écoulé, on pourra la traiter par mail. Oui, je pense qu'on va prendre juste une dernière et puis ensuite on répondra par mail à chaque personne si d'autres questions arrivent. Certains fournisseurs ont-ils proposé des formations techniques pour nos techniciens biomédicaux? Alors, certains l'ont proposé. Oui. Alors, encore une fois, sur les 167 lots qui ont été notifiés, je ne peux pas vous dire qui de tête, mais certaines sociétés ont proposé de la formation sur les services biomédicaux de chacun des établissements. Donc ça, je peux communiquer une liste des lots qui sont concernés. Bon, enfin, j'en prends quand même encore une dernière. Le marché tierce maintenance sera notifié quand? Alors, c'est un sujet qui mérite d'être creusé, préparé en amont. On a rencontré plusieurs fois des sociétés de tierce maintenance, mais on n'a pas encore un panorama global. On a aussi besoin de ressources un petit peu pour le traiter et donc de temps. Donc aujourd'hui, il n'est pas planifié. Je ne pense pas qu'on arrive à une notification avant la fin de l'année 2019. C'est plutôt sur 2020. Très bien. Et on a
On a Monsieur Tapi qui a simplement redonné un petit peu plus de détails sur sa question. Il disait qu'il s'agit des habilitations et que ça s'adressait bien aux tiers traitants. Voilà. D'accord. Donc, on examinera les garanties qu'on a sur sur ce point. Voilà, on a réussi à faire le tour des questions. Parfait, merci beaucoup. Merci à tous les intervenants qui ont répondu aux questions. Donc, que vous avez sous les yeux. Alors, en conclusion, ce qu'on voulait surtout vous dire, c'est que ces marchés donc, sont déjà disponibles, donc 167 lots déjà disponibles, bientôt 300 d'ici l'été, il y aura à peu près 300 lots disponibles. Et au-delà du contenu en termes purement marché, en termes de lots, on a également donc une base de données à la fois financière et technique sur les modèles, les fréquences de maintenance préventive, etc., qui peut être tout à fait intéressante pour vos établissements. N'hésitez pas à nous demander des informations sur le sujet et à continuer avec nous cette aventure sur la maintenance biomédicale. Il y a encore, on l'a vu, la tierce maintenance, les contrats. Il y a encore d'autres sujets qui peuvent être. Donc, vous pouvez trouver les informations sur notre site uniha.org avec les fiches marché spécifiques. Et vous avez ici sur la tête donc les coordonnées des personnes de contact et des intervenants que je remercie chaleureusement aujourd'hui pour leur pertinence d'intervention. Et je remercie également donc bien sûr tous les auditeurs de cette webconférence et en particulier donc les collègues de qui vont continuer leur réunion régionale à FIG. Voilà. Donc merci à tous et à très bientôt sur ce sujet ou sur d'autres UniHA, donc UniHA coopérative d'achat, plus qu'une centrale d'achat, c'est une terre. Merci beaucoup et très bonne journée. À bientôt. Merci, au revoir. À bientôt, merci.